Salut les devs, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série portant sur les validations avec Next.js. Dans la vidéo précédente, on a vu les pipes intégrés à Next.js. C'était ces pipes-ci, les pass-in pipe, g4value pipe, pass-boolean pipe et bien d'autres. On a aussi vu comment créer notre propre pipe customisé pour gérer nos règles de validation. Et par la même occasion, on a compris le mécanisme derrière les pipes, mais aussi on a vu les limites de cette pratique-ci, notamment beaucoup de code répétitif et pas réutilisable. Donc aujourd'hui, on passe à la solution industrielle qui est les librairies class validator et class transformer. Et on va faire en quelques lignes de code ce qu'on faisait ici, en pratiquement 90 lignes de code. Donc, salut, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yvan, développeur full stack, passionné de Next.js. Dans cette vidéo, on va couvrir ensemble l'installation, la configuration globale, les décorateurs de validation les plus utilisés, la transformation des données et les objets imbriqués. Donc, à la fin de la vidéo, on aura une validation robuste sur toute notre API. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo fait partie d'une série portant sur la validation de Next.js. Le lien de la série s'affichera sur la vidéo, je le mettrai aussi en description. Aussi, pour le projet qui nous sert de base, c'est un projet qu'on a construit à Z sur cette chaîne dans une autre série portant sur la maîtrise de Next.js avec Prisma. Donc, le lien de la série s'affichera aussi sur la vidéo et je le mettrai aussi en description. Aussi, je mettrai le lien du repo de ce projet-ci en description pour ceux qui découvrent sur cette vidéo et qui veulent partir directement. Donc, on est parti pour la vidéo. Donc, pour commencer, on va installer nos différents paquets. Donc là, je vais entrer la commande pnpm add class validator et class transformer. Je valide la commande. Donc, le concept clé ici à retenir, il est assez simple. Donc, au lieu d'écrire la logique de validation dans un custom pipe qu'on a fait ici, comme on l'a fait ici, on va décorer directement nos GTO avec des décorateurs qui vont représenter chacun une règle de validation. Et le validation pipe de Next.js, c'est celui fourni par le framework qui sert ces décorateurs et bien va venir valider automatiquement nos règles. Donc, déjà pour configurer cela et vous montrer un peu de quoi il s'agit, on va se rendre dans le fichier main.ts. Ici, mes deux paquets ont fini d'installer. Je me mets à ce niveau. Si je fais app.enable, non, app.use global pipe. OK. Donc ici, je vais pouvoir affecter plusieurs pipes qui vont être effectifs de manière globale dans toute mon API. Donc ici, je vais utiliser le validation pipe fourni par Next.js comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est ce pipe-ci qui va pouvoir lire mes décorateurs qui représentent mes règles de validation. Donc comme option de configuration, on va passer les options suivantes. Whitelist à true. Je vous expliquerai de quoi il s'agit. On a une autre option for byte non whitelisted. On va aussi la mettre à true. Transform. Aussi on passe à true. Ensuite, on a transformation option. Transform option. Parmi les options, on va enable implicit conversion. Donc là, ce sont les options qu'on va activer pour cette vidéo-ci. Et de manière générale, c'est les options qui sont les plus utilisées. Donc, pour vous décrire un peu ce que fait chacune des options, whitelist ici, elle va permettre de supprimer automatiquement les propriétés qui ne sont pas décorées dans le GTO. Donc, si on a un GTO, par exemple, comme celui-ci, notre GTO ici, il définit les options, bien les propriétés qui sont attendues dans le payload. Et bien, si on a une propriété parmi celles qui sont décrites dans notre GTO qui ne possède aucun décorateur, donc qui n'a aucune règle de validation, et bien, si l'utilisateur passe cette propriété-là, elle sera tout simplement supprimée de notre GTO. Donc, si par exemple, pour créer un post, l'utilisateur passe une propriété, je ne sais pas moi, catégorie, et bien, cette propriété sera tout simplement supprimée. Donc là, c'est l'effet de cette option-ci. L'option suivante, for byte non-whitelisted, eh bien, elle va un peu plus loin. Donc, au lieu de supprimer ou bien au lieu d'ignorer des propriétés inconnues, elle va renvoyer tout simplement une erreur. Donc, à chaque fois qu'il y a une propriété inconnue, elle va renvoyer une erreur. Comme ça, on sait immédiatement si le client avoir des données inattendues. Donc, la prochaine option, transform true.
Donc, elle, c'est une option très cruciale, ainsi que la dernière. Non, l'option transform true, elle va activer la transformation des objets selon ce qu'on a déclaré dans le GTO. Donc, une chose à savoir, c'est que les objets, de manière native, de base, sont passés lorsqu'ils sont reçus par Node.js. Donc, l'option transform va permettre de les transformer dans ce format, c'est-à-dire décrit par le GTO. Et la dernière option, les options de transformation avec la propriété Enable Implicit Conversion mis à true. Donc, elle permet de convertir automatiquement les types primitifs. Donc, par exemple, elle va permettre de transformer un string en nombre, un string en booléen. Donc, tout ceci en se basant sur les types d'écrits par TypeScript dans le GTO ou bien dans les query param, tout simplement. Donc, par exemple, si on a le query param limit dans la pagination ici, si on mettait tout simplement comme ça, query param limit avec limite nombre, donc là on voudrait recevoir la limite en nombre, et bien, comme on a dit dans les vidéos précédentes, de manière native, les query param, les queries et les params sont toujours reçus sous forme de chaîne de caractères. Donc, même si on met comme ça, on va recevoir une chaîne de caractères, on aura une erreur. Donc, avec cette option-ci, transform enable implicit conversion à true, on va pouvoir transformer tous les types primitifs. Donc, ici, le string qui est reçu de base dans les queries sera directement transformé en, en ce type-ci précisé ici. Donc, il sera transformé en nombre de manière automatique. Même chose dans les DTO, dont l'auteur IG, il lui sera directement reçu sous forme de nombre ici et le titre sous forme de string. Donc ça, c'est l'effet de cette propriété ici. Donc pour faire une démo rapide, là on a juste activé notre validation, notre pipe de validation globale. On a installé notre paquet. Donc si par exemple je viens pour essayer de créer un post, comme on a dit, avec les options qui ont été activées, on aurait une erreur parce que aucune de mes propriétés ici ne possède de décorateur, ne possède de règles de validation. Donc si je vous fais l'exemple, je viens ici, j'essaie de créer un post, j'ai passé un body, j'envoie, on me dit property auto additional existe parce que là c'est grâce à la propriété, grâce aux options, bien à cause des options whitelist et for by non whitelisted. Donc il s'attend à ce que toutes les propriétés de mon TCO aient les règles de validation. Et vu qu'aucune n'a les règles de validation, tout simplement il ne s'attend à avoir aucune propriété. Donc si on a une propriété qui est passée en body, elle va générer une erreur. Donc c'est pour ça qu'on a ici une erreur pour toutes les propriétés qu'on a passées. Il ne reconnaît tout simplement aucune. Ok. Donc ça veut aussi dire que notre configuration elle est bien faite et que nos validations sont bien mises en place. Maintenant, on va passer au cœur du sujet en mettant en place quelques validations. Donc, pour ce faire, on va s'intéresser au GTO de création d'un utilisateur. Donc, comme on l'a dit avec la librairie class validator, les règles de validation sont définies grâce à des décorateurs. Chaque décorateur, généralement, permettant de préciser une règle précise. Donc là, par exemple, si je veux valider la propriété email, j'ai un décorateur offert par Class Validator qui permet de vérifier que la propriété passée, ou bien la valeur passée pour cette propriété-ci respecte bien le format d'une adresse mail. Donc cette règle s'appelle, ou bien ce décorateur, pour le coup, s'appelle isEmail. Donc elle est importée depuis la librairie Class Validator. Et en premier paramètre, c'est un objet de configuration qui permet de passer certaines options afin de personnaliser la validation. Donc là, on ne va pas les utiliser. On va plutôt passer au deuxième paramètre depuis lequel on a accès au message d'erreur qui est envoyé dans le cas où la règle n'est pas vérifiée. Et ça, on va tout simplement dire là, c'est pour vérifier le format de la propriété, de la valeur passée pour la propriété email. On a aussi accès à d'autres décorateurs qui font référence à d'autres règles. Par exemple, on a accès à un décorateur isString qui sera sûr que c'est une chaîne de caractères. Bon, déjà implicitement, ce décorateur c'est ici, mais le fait pour nous, donc on n'a pas besoin de préciser ceci. Ce serait une répétition. Donc on a un autre décorateur qui lui dit not empty, it's not empty autant pour nous. It's not empty pour se rassurer que déjà pour cette propriété email, on passe bien une chaîne de caractères non vide.
Donc ici, on a aussi accès au message d'erreur dans le cas où la règle n'est pas respectée. On va tout simplement dire ici l'email est requise. Ok, on va s'arrêter là pour l'email. On va passer à la propriété name. Donc ici, on a accès au décorateur string que j'ai tout à l'heure voulu essayer pour la propriété email. Donc ici, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est pour vérifier que la valeur passée pour cette propriété-ci, c'est bien une chaîne de caractères. Donc ici, on va tirer un message du style. Ok. Donc, toujours dans le même style, on a un autre décorateur qui permet de valider, de vérifier par exemple ici la longueur de la chaîne de caractères en question. Donc ici, on pourrait définir une règle qui dirait que on veut un minimum de 5 caractères pour le nom. Le nom doit faire minimum 5 caractères. Donc ici, c'est min length. Ok, on va dire, la première propriété, c'est la taille, effectivement, on va dire 5. Et un deuxième paramètre, un objet qui nous permet aussi d'avoir accès au message d'erreur. On va dire non. Ok. Donc, on a toujours pareil comme avec l'email, on a un décorateur qui nous permet de se rassurer que la propriété n'est pas vide, la valeur pour cette propriété n'est pas vide. Le message d'erreur serait dans ce cas-ci. Ok. Donc, tout comme pour les propriétés requises, on a aussi un décorateur pour les propriétés qui sont optionnelles. Il s'appelle is optional. Donc, dès qu'on place le décorateur, implicitement à la validation, on va, bon, notre API, notre validateur sera capable de connaître que cette propriété-ci est optionnelle. Donc, il n'y a pas besoin de la passer pour que notre chichi ou notre payload soit valide. Donc, en dehors de ceci, on a bien évidemment, étant donné que c'est une chaîne de caractères, on a string, dans la mesure où il est passé, on veut savoir ce que c'est une chaîne de caractères. On a aussi min length pour la longueur minimale. Ici, on va dire 20. On peut mettre un message dans le cas où la règle n'est pas vérifiée. Et on a aussi, bien évidemment, un décorateur pour la longueur maximale. On pourrait essayer de dire 200 caractères pour la bio. Donc, au niveau de l'URL aussi, on pourrait utiliser le décorateur is optional. Et tout comme pour l'adresse mail, on a aussi un décorateur pour valider que la valeur passée pour cette propriété-ci est bien une URL valide. Donc, sa valeur est bien le format d'une URL. Donc, ce décorateur s'appelle is URL. Bien évidemment, le premier paramètre, c'est un objet avec des propriétés qui permettent de personnaliser la validation. Un deuxième paramètre, on a accès au message. On va dire donc, on pourrait s'arrêter là et faire déjà un test pour voir ce que ça donne. Donc, si je me mets au niveau du body, bon, j'ai l'adresse mail, j'ai le nom, j'ai l'URL. Si ici, par exemple, je mets un nom de 4 caractères, une adresse mail invalide, j'envoie et directement ma validation qui échoue avec les messages suivants, l'email invalide, le nom doit faire au moins 5 caractères. Donc, ça marche plutôt bien. Ici, je vais mettre un nom valide, une adresse mail. Ici, au niveau de la bio, par exemple, je vais mettre un truc. Ok, là, l'erreur est uniquement sur la bio. La bio doit faire au moins 20 caractères. Si je retire la bio et je retire l'URL de l'image du profil, j'envoie les deux paramètres ici. Ok, là, ça passe bien. Ça sont les deux paramètres qui sont obligatoires. Les deux autres sont optionnels. Donc, ça marche plutôt bien. On pourrait
essayer encore avec image URL et passer par exemple une fausse adresse, une fausse URL. Là, j'ai ma validation bien évidemment qui râle. Ici, je mets une URL valide avec un fake OK. Comme j'ai l'adresse mail déjà prise. Ok, là, ça passe plutôt bien. Donc, ma validation, elle est plutôt bien configurée. J'ai tous mes règles qui fonctionnent comme elles devraient. Une chose importante à noter ici, c'est l'ordre des décorateurs. Donc, il faut savoir que les décorateurs s'exécutent de bas vers le haut. Donc, si par exemple, on met ici It's not empty en dernier, c'est-à-dire en bas, alors il s'exécute en premier. C'est pour ça qu'on le met généralement à la fin. On vérifie d'abord que le champ existe avant de valider le format, comme on a fait ici. Donc, ça, c'est un peu une astuce à connaître, bien placer vos validateurs. Ça va vous permettre dans certains cas d'éviter de faire des validations inutiles. Par exemple, ici, on aurait mis ici email en bas et avant de mettre ici, it's not empty en haut. Donc, là, ça aurait dit qu'on aurait d'abord cherché à valider que c'est une email valide sans toutefois se rassurer déjà que on a une valeur passée pour cette propriété-ci. Donc, c'est pour ça que il est important de maîtriser l'ordre. Donc, on se rassure déjà qu'on a passé une valeur pour cette propriété-ci email avant même de valider le format. Même chose ici pour les propriétés optionnelles. On se rassure déjà qu'on a passé ces propriétés-ci. C'est pour ça, ça sert à quoi c'est le décorateur is optional. Il va d'abord se rassurer que pour ces propriétés, si on est passé des valeurs, si on n'a pas passé les valeurs, eh bien, à ce niveau-ci, effectivement, c'est que c'est optionnel, ça marche et on continue. Mais si on avait mis les autres propriétés en bas, ça aurait tout aussi bien marché, mais on aurait pu éviter cela. Donc, avec is optional, si déjà il n'y a pas de valeur passée pour cette propriété-ci, c'est bon, on ne passe pas à la suite. Donc, c'est pour cela qu'il est important de maîtriser l'ordre. Donc, ici, je vais passer is optional en bas. Donc, il est important de maîtriser l'ordre dans lequel vous placez vos décorateurs. Ça va vous permettre d'optimiser dans certains cas les validations. Donc, vous voyez que au final, on a pu faire en quelques lignes de code ici ce qu'on a fait dernièrement en près de 90 lignes de code. Donc, ce qu'on a fait ici en 90 lignes de code, on a pu le faire ici en quoi? En 30 lignes. Bien, s'il faut prendre juste ceci en 19 lignes pratiquement. Donc, ce premier contact avec les validations et les décorateurs nous a permis de voir déjà quelques validateurs utilisés pour valider les chaînes de caractères, notamment le isString, déjà pour se rassurer que la valeur passée pour la propriété concernée est bien une chaîne de caractères. On a ces deux décorateurs qui sont utilisés pour valider la longueur de la chaîne de caractères. On a It's not empty et It's optional. Eux, ils sont génériques, ils sont utilisés quel qu'en soit le type. Donc là, c'est pour ce qui est des chaînes de caractères. Si maintenant on devait voir d'autres validateurs pour les nombres, ce serait par exemple ici, si on suppose qu'on a une propriété âge et type number. Donc tout comme le isString, on a un décorateur pour se rassurer que la valeur d'un nombre c'est isInt. OK. Et pour la taille, ou bien oui, pour la taille du nombre, on pourrait avoir la propriété, le décorateur min. Il prend le nombre, la valeur minimale en paramètre et max pour la valeur maximale. OK. Aussi, on aura pour les nombres le décorateur isNumber. Donc, à défaut de isInt, on a isNumber, lui qui est un peu plus poussé. En paramètre, on peut par exemple définir le nombre maximal pour les décimales, dans le nombre après la virgule. Si on peut dire on veut deux chiffres après la virgule, max. On a aussi un décorateur pour les signes, pour savoir si le nombre est positif ou pas. Is positif et bien sûr son contraire, is négatif. Donc là, c'est quelques validateurs les plus courants, bien sûr, utilisés pour valider les nombres. Ok, autre valeur qu'on pourrait valider, ce serait les énumérations.
Donc, si on suppose par exemple là qu'on a une numération pour les rôles d'un utilisateur enum, on va l'appeler user role. On dit admin. On a une autre rôle qui serait editor. Et un dernier rôle qu'on va appeler view role. Ok, ici on suppose qu'on a une propriété là qui s'appelle role qu'on doit passer pour définir le rôle de l'utilisateur lorsqu'on le crée. Et qu'on veut utiliser nos décorateurs, on veut utiliser notre librairie class validator pour valider la valeur passée pour cette propriété-ci. Donc, se rassurer que les valeurs passées, bien la valeur passée fait exactement partie des valeurs définies dans l'énumération. Donc, pour cela, on a un décorateur en particulier qui s'appelle @enum. Et lui, par en paramètre l'énumération en question. Et bon, après, on a message d'erreur qu'on peut personnaliser. Donc, on va dire le rôle est invalide dans la mesure où la valeur passée ne fait pas partie des valeurs définies dans l'énumération ici. Donc là, c'est pour l'énumération. Ok, autre type de données qu'on pourrait valider, ce sont les tableaux. Donc, à supposer toujours que là, on est une propriété tag qui représente la liste des tags. Bon, là, ça n'a aucun sens, c'est peut-être lorsqu'on veut créer un utilisateur. Donc, la liste des tags, ce serait juste un tableau de chaîne de caractères. Donc, si on veut valider ceci avec notre librairie class validator, on a déjà une première règle qui s'appelle isArray, qui déjà se rassure que la valeur passée est un tableau. Ensuite, pour la taille du tableau, on a deux décorateurs qui s'appellent array min size et array max size. Ici, en paramètre, bon, vous vous doutez bien, c'est la taille. Donc, on va dire la taille minimale, c'est 1. Donc, un tableau, un élément au minimum. Et au maximum, on va se dire, on veut un tableau à 10 éléments. OK. Là, c'est pour les tailles. Après, on a un autre décorateur. Là, il est un peu particulier. Là, c'est pour se rassurer, c'est pour valider le type de valeur de chacun des éléments du tableau. Donc ici, dans ce cas-ci, puisque c'est un tableau d'entier, on va utiliser notre décorateur isString avec une propriété pour personnaliser le décorateur, c'est propriété each qui permet de préciser comment est-ce qu'on veut que notre règle prenne effet. Donc en fait ici avec each on demande ici à notre règle de valider en fait le type de chacune des valeurs passées ici pour le tableau. Chacun des éléments du tableau ici, on s'attend à ce que ça soit une chaîne de caractères. Ça aurait été pareil si c'était un tableau d'entier. On aurait fait int et là on aurait fait each en mettant true. Donc là, ça aurait été pareil, ça aurait permis de valider le type de chacun des éléments du tableau passé ici en valeur pour notre propriété table. Donc là, c'est quelques astuces pour valider nos tableaux et aller un peu en profondeur et valider aussi le type de données de chacun des éléments passés en valeur pour notre propriété. Autre chose qu'on pourrait valider, c'est les dates. Donc par exemple ici, si on a une date, supposons qu'on veut valider la propriété publish at. Bon, là, ça n'a rien, tout ça, là, ça n'a toujours rien à voir avec un utilisateur. Ça aurait pu être pertinent dans le cas de la création d'un post. Mais on va rester dans le même fichier. Publish at. Supposons ici qu'on met la valeur string, mais pour se rassurer que c'est une chaîne de caractères au format d'une date, on a cette règle ici, ce décorateur, c'est isDateString. Donc là, ça se permet de se rassurer que la valeur qui est passée ici, comme étant une chaîne de caractères, que son format soit au format d'une date. Donc, autre chose, si on veut absolument que le type, supposons, on a notre propriété, créer at
et qu'on veut absolument ça au format date, on a notre validateur qui s'appelle isDate, bien évidemment. Donc lui se rassure que c'est bien une date au sens du JavaScript, une date JavaScript. Et dans la mesure où l'utilisateur passe un string qu'on veut transformer ça en date, donc il passe un date string et qu'on veut transformer ça en date, on peut utiliser le @type, bon, qui ne fait pas partie des validateurs pour le coup, mais qui fait partie des transformateurs. Vous voyez bien, il est importé depuis la librairie class transformer. Donc ici, on va prendre la valeur et on va la convertir en date. Donc là, pour le coup, ça sort un peu du carré des validations. On va introduire cette partie ici tout à l'heure dans le carré des transformations. Mais c'était un peu pour vous montrer les différents types de valeurs qu'on peut valider, les différents types de données qu'on peut valider grâce au décorateur. Donc, on peut valider des chaînes de caractères, des nombres, des énumérations, des tableaux, des dates. Et bien sûr, on peut combiner tout ceci pour faire beaucoup d'autres choses, vous vous en doutez bien. Donc, mais là, c'est un peu les cas les plus fréquents, les plus couramment rencontrés. Donc, on va passer à la suite à la transformation des données. Donc, pour vous expliquer les bases des transformateurs, on va revenir dans notre fichier main.ts et commenter cette option-ci parce qu'elle applique déjà des transformations automatiquement. Plus précisément, elle transforme les types primitifs en des types décrits dans Node.js. Donc, si vous vous rappelez, on a dit les queries et les paramètres tels que reçus par Node.js sont toujours interprétés sous forme de chaîne de caractères. Et cette option aussi permet de faire des transformations automatiques. Donc, on va décommenter ça et voir comment ça fonctionne manuellement. Donc, si je prends par exemple ces routes-ci pour récupérer tous les posts avec certains filtres, donc on peut passer la page à la limite et le paramètre publish pour récupérer les posts publiés. Donc, si je fais une requête ici, cette route-ci, là j'ai une erreur, me dit la page doit être un entier, la limite doit être un entier. Le paramètre publish doit être un booléen. Alors que effectivement, c'est ça à quoi s'attendait ici, mais c'est l'effet c'est l'effet de la désactivation de cette propriété-ci. Donc ici, nos paramètres n'ont plus le bon type, ils sont reçus comme des entiers. Donc pour transformer les entiers qui sont reçus via les queries en ces types-ci, en les bons types auxquels on s'attend, on va utiliser un autre décorateur. Cette fois-ci, c'est pour transformer et il est fourni par la librairie class transformer. Donc, on va récupérer la valeur qui est renvoyée par la query. On va tout simplement faire un pass in de la valeur, de cette valeur-là. Donc, juste par souci de typage, on va dire ici la valeur. OK. Donc là, c'est pour le paramètre page. Donc, lorsque le transformer va récupérer la valeur passée pour ce paramètre-ci, pour ce query ici, il va transformer cette valeur qui est initialement sous forme de chaîne de caractères en son équivalent en entier. On va faire de même pour la limite, la query limite. Et même chose pour publish. Publish, on va un peu changer la logique. Il transforme. Ici, au lieu de faire un pass in, on va tout simplement comparer la valeur à la chaîne de caractères true. Si c'est la chaîne de caractères true qui est renvoyée, elle est interprétée comme un booléen, comme la valeur true, le booléen true. Ici, c'est une toute autre chaîne de caractères qui est renvoyée. Eh bien, cela sera interprété comme étant le booléen false. Donc, là, on va réessayer notre route. Là, ça marche. J'ai bien un résultat. Bon, ici, je n'ai aucun post. Si je décommente le paramètre publish, je renvoie. Bon, là, j'ai mes posts. OK. Donc, là, vous voyez, ça, c'est la base de la transformation. Ce qui se passe derrière, c'est quoi? C'est que la fonction validation pipe qui est appliquée ici de manière globale à toute notre API, elle a les queries qui arrivent à ce niveau, ça arrive toujours sous forme de string. Et maintenant, cette classe-ci, validation pipe, va utiliser la classe transformer pour convertir automatiquement nos strings en type tel que renvoyé par la fonction qui est passée ici. Et maintenant, ensuite,
elle va passer le résultat à nos différentes règles de validation qui sont fournies par la classe validator, par le paquet class validator. Donc, quel que soit l'ordre, je peux bien placer le class transform ici en bas. Donc, quel que soit l'ordre ici auquel vous le mettez, il sera toujours prioritaire. Donc, c'est d'abord la transformation qui est appliquée avant la validation. Donc là, ce sont des transformations basiques. C'est pratiquement les mêmes opérations qui sont effectuées lorsque cette option-ci elle est activée. Donc, on va transformer la chaîne de caractères en un type tel que déclaré au niveau de notre DTO. Donc, si je supprime ceci, il n'y aura pas d'impact puisque c'est ce que va venir faire automatiquement notre option qui est activée à ce niveau-ci. Donc, ça, la transformation manuelle qu'on vient de voir, c'est valable aussi pour une raison ou pour une autre où vous ne voulez pas activer la transformation automatique de manière globale. Vous pouvez bien désactiver cette option si utiliser la transformation manuelle. Mais pas seulement dans ce cas-là. La transformation manuelle peut aller un peu plus loin pour des cas un peu plus complexes. Donc, si vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, on avait une autre transformation qu'on faisait sur notre DTO de création d'utilisateurs. Donc, par exemple, pour l'email, on retire les espaces qui pouvaient être en début et en fin d'email et on transformait tout le tout en minuscule. Donc, si l'utilisateur ancre un email avec des majuscules, on mettait tout en minuscule. Là, c'est une transformation qu'on peut bien faire. Pour le mot de passe, on retire tout simplement les espaces en début et en fin. Donc, pour faire cela, on peut utiliser la transformation manuelle. Là, c'est un cas totalement approprié. Ici, je reviens ici au niveau de Gmail. Je vais faire mon arrobas transform. Si je fais un value, je retire les espaces, je transforme en minuscule. Ok. Donc là, c'est un exemple. Autre exemple, ça serait par exemple de, de passer une valeur par défaut. Par exemple, supposons pour le rôle ici, on a une énumération. On a les rôles possibles, c'est admin, editor et viewer. Supposons que par défaut, si l'utilisateur ne passe pas de rôle, on veut lui passer un rôle, le rôle viewer. On pourrait bien faire ça dans la logique, mais aussi directement au niveau de notre validation. On peut faire un arrobas transform ici. On récupère la valeur. Ici, on peut directement dire que la valeur récupérée, vu qu'on a notre option qui est activée au niveau de notre validateur global, notre pipe de manière globale, on peut directement s'attendre à ce que le type soit le type user role ici. Et ici, on va dire, on passe la valeur telle que elle est fournie. Si elle est fournie, si elle n'est pas fournie, eh bien, on peut passer un rôle par défaut, le user role du joueur. Bien sûr, on peut mettre ici optionnel pour dire qu'il n'est pas obligé de passer. On fait un arrobas is optional. Et si elle n'est pas passée, eh bien, on sait que par défaut, ce sera le rôle du joueur qui sera passé. Donc là, ce sont des petites transformations qu'on peut faire. Et vous voyez là, c'est des trucs qui peuvent être spécifiques à notre API et qui ne sont pas forcément pris en compte par ce paramètre ici. Donc là, c'est un peu l'intérêt pour montrer l'intérêt des transformateurs. Donc, gardez juste à l'esprit que ces transformateurs ici sont toujours appliqués avant la validation. Donc, quel que soit comment vous voulez, quelle que soit la place que vous voulez donner au niveau de vos décorateurs ici, vous pouvez les mettre en début ou en fin, ils seront toujours appliqués avant la validation. Ok, une fois ceci fait, on va voir notre cas de validation, c'est la validation des objets imbriqués. Donc, supposons que pour la création de notre utilisateur, on doit passer, en plus de ces éléments de base ici, l'adresse. Donc, l'adresse, ce sera un objet imbriqué avec ses propres règles de validation. Donc, ça ressemblerait un peu à ça. Donc, on a je vais importer ce décorateur ici. Donc, on a un DTO, adresse DTO, qui a trois propriétés script qui représente le quartier, la cité, la ville et le code postal. Donc, pour le quartier, la ville, ça doit être des chaînes de caractères et tous les deux sont requis. Pour le code postal, c'est une chaîne de caractères et c'est une chaîne de caractères qui doit contenir en fait 5 chiffres.
Donc ça, c'est les règles de validation pour l'adresse. Je vais venir créer ici propriété adresse. Je vais dire, c'est le type adresse DTO. Et je vais ajouter une règle de validation isObject pour qu'elle soit prise en compte. Ok, si on fait ceci, eh bien, notre truc n'est pas très bien fait parce que à ce niveau, si on peut passer n'importe quel type d'objet. Donc, si je viens ici, par exemple, je vais couper ça, je vais mettre du n'importe quoi que j'envoie. Voilà, ça tourne, ça veut dire que ça y a passé la validation et ça essaie de créer l'utilisateur. Bon, là, c'est l'erreur, c'est parce que ma base de données n'est pas toujours accessible. Mais déjà, l'étape de validation, elle a échoué parce que, bon, elle a échoué, elle a passé en fait, mais tel qu'on l'aurait voulu que les choses se passent, eh bien, c'est pas le cas. Donc, un objet banal est passé à la place de l'adresse. Donc, pour se rassurer que l'adresse respecte déjà le format défini ici et que toutes les règles définies pour chacune des propriétés de l'adresse soient checkées, eh bien, on va utiliser deux décorateurs particuliers. Le premier, c'est un transformateur, c'est un décorateur qui est importé depuis la classe transformer chip. Il va déjà se rassurer que le chip pour cette propriété-ci, il est correct. Donc, quand le JSON arrive au niveau de notre API, il est pris de manière brute, de manière passée. Et classe validator, on ne sait pas que adresse ici, il est censé être du type classe adresse DTO en fait. Il est censé être une instance de la classe adresse DTO. Donc, le arrobas type ici, il va dire à classe transformer parce que c'est un transformateur. Transforme cet objet à une instance de l'adresse DTO avant de le valider. Donc, il va venir déjà se rassurer que l'objet est conforme. Là, toutes les propriétés de la classe adresse.io et il va transformer tout cela et passer maintenant au validateur. Maintenant, pour dire au validateur que va pour chacune des propriétés de cette classe-là, applique les règles de validation qui sont définies au niveau de ces derniers ici. Donc, ce décorateur, c'est validé. Nest. Donc, c'est lui qui va permettre d'entrer en profondeur pour chacune des propriétés et de vérifier que les règles définies sont bel et bien respectées. Donc, le combo de ces deux décorateurs ici, donc l'arrobas type pour transformer et le arrobas validé pour indiquer à classe validator dans la profondeur et valider la règle de validation. Et le combo de ces deux décorateurs permet de valider les objets de manière imbriquée. Donc, si je reviens ici, par exemple, j'essaie avec ça. Déjà, j'ai une erreur, me dit que pour l'adresse, la propriété DS ne doit pas exister. Il dit que l'arrêt obligatoire, strict obligatoire, la ville obligatoire. Si aussi d'être une chaîne de caractères, le code postal doit contenir 5 chiffres. Le code postal doit être une chaîne de caractères. Donc, je peux venir ici, je faire un retour en arrière. Là, j'ai un objet correct. J'envoie. OK. Donc, la règle de validation est passée, même si ma B déraille un peu. OK, là, c'est passé, ça a créé l'utilisateur. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il faut pour valider les objets imbriqués. Donc, en base type, déjà, pour transformer l'objet reçu de manière brute en instance de la classe qu'on aura définie et le valider de nest pour passer la main à la classe et appliquer les règles de validation définies pour chacune des propriétés. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, pour faire un résumé rapide, on est parti des pipes intégrées à Nest.js, des pipes comme les arrobas, passing pipe, arrobas, boolean pipe, pour des cas très simples. Ensuite, on a créé notre propre validateur custom. Là, c'était pour comprendre la mécanique. Et maintenant, on maîtrise class validator pour des validations déclaratives et maintenables. Donc, ce qu'on a prouvé dans cette vidéo, c'est tout simplement la configuration globale de validation pipe avec les bonnes options. On a vu les décorateurs des validateurs pour les types primitifs tels que les chaînes de caractères, les nombres, les emails, les énumérations, les tableaux. On a vu arrobase transform pour la transformation, le nettoyage et la conversion des données. On a vu comment valider un objet de manière imbriquée avec arrobase type et arrobase validate nest. On a vu plein d'autres choses, mais s'il y avait des points à retenir, c'est déjà pour la configuration de manière globale, toujours activer ces options ici, c'est très important.
Ce sont les options essentielles. Pour les types optionnels, mettre toujours arrobas is optional en début. Là, c'est parce que c'est par rapport à l'ordre de priorité et l'ordre d'exécution des décorateurs. Ne pas oublier arrobas type pour les objets impliqués, c'est très important. C'est lui qui fait la transformation première avant la validation. Donc, on a couvert les fondamentaux, mais il y a une chose à savoir, c'est que Class Validator va plus loin, notamment avec des décorateurs custom pour des règles métiers vraiment spécifiques à votre API, des validations conditionnelles, des groupes de validation. Si tous ces sujets vous intéressent, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Et si cette série sur la validation a été utile, un pouce bleu, ça aide à la chaîne. Et si on veut aller plus loin ensemble sur Nest.js, l'abonnement, c'est juste ici en bas. Je vous dis à la prochaine, EDF.